Alors, Humains du futur, futur de l'humain, vaste programme qui ambitionne de partir de l'histoire évolutive des humains pour envisager ce que nous vivons aujourd'hui et pour regarder notre avenir. Depuis l'apparition de la lignée humaine il y a 7 millions d'années, l'être humain s'est sans cesse adapté, a évolué pour assurer sa survie, mais ceci s'est aussi fait souvent au détriment de son environnement. Que sait-on de son évolution et de ses adaptations ? Pourra-t-il, cet humain et l'humanité pourra-t-elle continuer à le faire et de quelle manière, sachant que, selon les experts, la population mondiale devrait dépasser la barre des 10 milliards d'habitants à horizon 2080-2100 ? Et dans un contexte de réchauffement climatique et de diminution des ressources naturelles non renouvelables, quels sont et quels seront les effets de cette démographie sur l'environnement et sur l'état de la biodiversité? Je vous le disais, vaste programme, avec pour en discuter justement avec nous 3 invités. Brigitte Senu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes paléontologue, professeur émérite au département Origine et Évolution au Muséum national d'histoire naturelle. Et je précise que vous êtes aussi auteur du livre « Et l'homme se mit debout », un livre paru aux éditions Albin Michel. À mes côtés, Colline Léandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission Pôle Sciences et Communautés de Recherche à la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, la FRB. Mais vous êtes aussi responsable du comité français pour l'IPBES. Alors certains diront IPBES. Je rappelle que l'IPBES, c'est cette plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, créée en 2012. On dit souvent que l'IPBES, c'est le GIEC pour la biodiversité. Jacques Véron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes démographe et directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Vous êtes auteur de livres, on pourrait mentionner, enfin on peut surtout mentionner 2 de vos livres, Faut-il avoir peur de la population mondiale, un livre paru au Seuil, et puis l'autre livre que je veux vraiment mettre en avant aussi, Parlons démographie, édité à la Documentation française. Alors Brigitte Senu, vous allez être la première intervenante, puisque il va falloir faire ce grand saut en arrière. Les humains, évolution, transformation, adaptation. Pour mieux comprendre aujourd'hui, il est nécessaire de regarder dans le passé, pour penser aussi cette notion du temps dans ses évolutions et puis appréhender les effets de l'humanité sur un temps plus long. Que nous enseigne ce temps très long, Brigitte Senu, dans votre domaine? Et puis peut-être parlez-nous d'emblée de ce terrain de recherche en la matière. Alors, dans mon terrain d'étude, il est dans le temps long, puisque je travaille sur des périodes qui vont de 45 millions d'années à 5 millions d'années. Donc, je suis vraiment pas dans le temps de l'homme sensu stricto, je suis dans le temps de l'homme et de ses ancêtres. Alors, ce qui est intéressant, quand on étudie l'homme fossile, c'est que, ou très ancien, c'est le moment de la grande divergence entre les grands singes et l'homme, puisque nous avons un passé commun, et puis à un moment, chacun a divergé sur sa propre branche, oserais-je dire, et ce temps, il est au-delà de 7 millions d'années. On est environ à peut-être 10 millions d'années aujourd'hui. On a une tendance à descendre un petit peu et on est en train de raccrocher les généticiens avec nous à ce niveau-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, il faut comprendre ce creuset avant de comprendre ce qui s'est passé après. Et ce creuset, on va le découvrir vers 20 millions d'années, disons, les ancêtres communs grands singes hommes, on va les trouver dès 25 millions d'années en Afrique exclusivement. On va les trouver en Afrique orientale, en Afrique du Nord, en Afrique australe. Et vers 17 millions d'années, ce creuset, ce groupe qu'on appelle des hominoïdes, qui aujourd'hui regroupe les grands singes africains, asiatiques et l'homme, eh bien leurs ancêtres, vers 17 millions d'années, quittent l'Afrique pour passer en Eurasie, l'Europe et l'Asie. Et puis, vers 10 millions d'années environ, ils disparaissent d'Eurasie, et on ne les retrouve qu'en Afrique. Et on a eu l'idée de coller ça, de corréler ça à des problèmes de climat. Et on s'est aperçu que vers 17-18 millions d'années, la calotte antarctique devient de plus en plus importante. Et elle va repousser les ceintures climatiques vers le nord, alors que l'Afrique était tropicale. Et là, on a des données très claires avec les faunes et les flores. Eh bien, ces ceintures tropicales remontent vers le nord.
Et on a eu des grands singes en France. Le premier grand singe décrit en France est à Saint-Gaudens. Il y a eu des rhinocéros à Paris. Il y a eu donc on a des faunes extrêmement développées qui montent jusqu'en Allemagne et jusqu'en Chine. On a des grands singes fossiles, des ancêtres qui vont jusqu'en Chine. Et puis, vers 10 millions d'années environ, on va avoir la calotte arctique qui se met en place et qui va redescendre ces ceintures climatiques dans la position où elles sont aujourd'hui. J'ai des illustrations, là-haut, ça serait peut-être un petit peu plus simple. Je ne sais pas si on va pouvoir les passer, peut-être. Alors, ce que vous avez en bas, c'est la zone tropicale en jaune, un tout petit Antarctique, et puis quasiment rien, enfin disons, il n'y a pas encore de glace très forte en Arctique, et c'est à ce moment-là que tous les ancêtres sont africains. Et puis à droite, vers 17 millions d'années, il y a un changement majeur. Vous voyez que l'Antarctique devient tout blanc et les zones climatiques vont remonter vers le nord. Par ailleurs, à la même époque, vous avez les plaques africaines qui vont venir télescoper l'Europe et l'Asie, et le passage va être possible d'Afrique vers l'Europe, vers l'Asie, et de l'Asie et de l'Europe vers l'Afrique. On a des échanges de faune à ce moment-là. Et donc, on va retrouver... restez peut-être sur la précédente, s'il vous plaît. Bien proche de votre bouche, Brigitte. D'accord. Et donc, quand on a cet Arctique-là vers 8-10 millions d'années, on voit que cette fois-ci, c'est l'Arctique, et les zones vont redescendre dans la position où elles sont aujourd'hui. Alors, c'est ce qui nous permet d'expliquer la disparition des hominoïdes, qui sont des animaux tropicaux. Vous êtes des hominoïdes animaux tropicaux, et j'en prends pour exemple que vous portez des vêtements, vous tropicalisez votre environnement. Et ça vous vient de vos ancêtres d'il y a 20 millions d'années environ. Et donc, ces migrations, elles ont été faites au gré des climats et au gré des variations de climat. Quand vous avez un animal qui est adapté à manger toute l'année dans sa forêt et qui va se retrouver dans un milieu tempéré, il va avoir plus de mal à se nourrir dans des zones à saison extrêmement tranchée, et on pense que ça a été probablement un des aspects qui a entraîné la diminution, voire la disparition de nos ancêtres sur l'Eurasie. Le seul endroit où il reste des grands singes en Asie aujourd'hui, c'est l'Asie du Sud-Est, mais si vous regardez sur les cartes, elle a toujours été tropicale. Donc les orang-outans sont très bien là où ils sont. Donc notre histoire, c'est une histoire qui est une histoire d'adaptation au gré des climats, au gré de la nourriture, au gré des environnements. Alors nous, paléontologues, on le teste par les environnements que l'on a, que l'on peut étudier par les faunes et les flores. Et puis on a aussi la géochimie qui nous aide à voir si on mangeait quel type de végétation on mangeait. Donc on arrive, et puis la structure des dents, la locomotion. Donc on a tout un tas d'arguments pour essayer de travailler sur ces environnements fossiles. Il y a une autre diapo que vous pourriez passer, s'il vous plaît. Alors ça, c'est pour vous montrer que on vous parle de réchauffement, de refroidissement, mais c'est jamais complètement uniforme. Et ça, ce qu'on a fait là avec les collègues de l'équipe, c'est qu'on a tout simplement travaillé sur un certain nombre de gisements. Alors le Namib, j'y ai travaillé depuis 91, j'y parle la semaine prochaine, et on travaille sur des gisements bien datés, avec des faunes, des flores, etc. Et pareil en Afrique orientale. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par exemple, dans le bassin du Congo, qui est très humide, qui est très vert, eh bien, il y a une époque où c'était un désert. Et vice-versa, le Namib, qui est aujourd'hui un des déserts les plus durs de la planète, eh bien, à un moment, il était beaucoup plus végété, et on y a trouvé des éléphants, des crocodiles, des tortues géantes. Donc, tout ça, c'est au gré des climats, mais après, vous avez des écosystèmes locaux qui font qu'il va y avoir des adaptations locales. Et puis après, vous avez l'altitude, la latitude qui va jouer. Il y a tout un tas de facteurs. Donc, c'est un problème qui est un peu plus complexe que ce qu'on en dit en général. Je crois qu'il y a une dernière diapo, s'il vous plaît. C'était pas celle-là que je pensais, mais c'est pas grave. Celle-là, je vous l'ai mise parce que on peut, grâce aux carottes que l'on fait, notamment dans les glaces, et on peut remonter très loin, et on travaille sur les paléotempératures. Alors c'est une image qui est un peu ancienne, mais vous verrez dans l'histoire des primates, qui est notre ordre, celui auquel on appartient en tant qu'homme, eh bien chaque fois qu'il y a une variation importante, il y a eu variation
d'espèces, une variation de genre, une variation de famille. Donc notre histoire, elle est intimement liée à l'histoire de la Terre depuis très longtemps. Et la toute dernière, il y en a deux, je crois, mais c'est pas grave. Et bien celle-là, c'est justement celle que j'attendais. Et bien tout ça, c'est pour vous montrer que quand on parle des origines de l'homme, il ne faut pas parler de pays, on ne va pas chercher l'homme dans tel pays ou dans tel pays. Moi, je prône l'idée d'aller chercher l'homme dans une zone climatique qui va intertropicale, qui va du sud de l'Eurasie, vers 10 millions d'années, à peu près 8-10 millions d'années, jusqu'au nord de la Namibie, en fonction de ce qu'on connaît des faunes et des flores du passé. Donc ce ne sont plus des pays. On fait beaucoup de chauvinisme, c'est moi qui est le plus ancien, ça n'a aucun sens au sens de la biologie évolutive. Et donc, voilà, si vous voulez travailler, il y a du boulot. Appel à... Il y a un recrutement visiblement possible. Hein. Faites offre de vos services, si vous voulez, auprès de Brigitte Senu. Je crois que ça va aller. Mais Brigitte Senu, du coup, est-ce que ça veut dire que nous sommes des modèles d'évolution et d'adaptation? Vous diriez ça? Non, pas du tout. Tous les animaux sont des modèles. La girafe, elle est mieux adaptée que vous pour certains caractères. Nous, on est mieux adaptés par d'autres caractères. Et c'est pour ça que cette fresque que l'on voit partout et que je n'ai pas voulu vous montrer ce soir, où on voit un animal à quatre pattes qui se redresse pour donner l'homme, c'est complètement faux. Ce sont des buissonnements permanents en fonction des milieux dans lesquels vous vivez. C'est bien plus riche que ce qu'on veut en dire. Et ça, c'est ce qui fait la difficulté d'expliquer justement ces choses-là. Alors quand on travaille sur ce temps long, comment est-ce qu'on peut repérer l'impact justement des humains sur son environnement? Alors je vais vous dire, je vais vous faire une réponse de Normand. Je ne suis pas normande du tout, mais on ne peut pas vraiment, parce que nous on n'a pas un temps T donné comme les gens qui travaillent sur l'Holocène ou les périodes historiques. Nous on travaille sur des tendances. Alors je vais vous dire, dans le désert de Namib, on a vu des tendances à l'aridification qu'on a pu après développer et voir arriver en Afrique orientale. En gros, les faunes d'Afrique orientale étaient encore dans des milieux humides quand le désert de Namib était déjà là. Et les faunes ont migré en fonction des variations de température, d'humidité. Et en fait, on a trouvé des espèces qu'on avait au sud, on les a retrouvées à l'est après. Donc il y a une suite logique à tout ça. La bipédie, quand même, a changé quelque chose? Alors la bipédie, elle a changé beaucoup de choses parce que, enfin, elle a changé, oui et non. Elle a changé dans la mesure où elle a changé. Ça, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Alors, je vais pas pouvoir régler le problème ce soir, mais quand vous êtes sur deux pattes, il est évident, ou moins évident, si vous êtes dans un environnement forestier, vous vous déplacez partout. Si vous grimpez aux arbres et que d'un seul coup il y a moins d'arbres, il faut aller d'un arbre à l'autre. Et en passant d'un arbre à l'autre, vous avez deux options. Si les arbres sont proches les uns des autres, vous pouvez sauter, vous pouvez vous tenir, faire des ponts, etc. Si par contre les arbres sont éloignés les uns des autres, vous êtes obligé de passer au sol. Or, on sait maintenant que les découvertes qu'on a faites notamment en Ouganda et au Kenya, que les plus anciens hominoïdes, donc ceux dont on est sûr qu'ils appartiennent à notre super famille, ils ont déjà un tronc redressé. Donc, s'ils doivent passer d'un arbre à l'autre, il est beaucoup plus, alors j'aime pas ce terme parce que on l'utilise beaucoup, parcimonieux, mais j'aime pas la parcimonie, je pense que nature elle est pas parcimonieuse en fait. Mais si vous devez passer d'un arbre au sol, vous avez deux options, vous mettez à deux pattes ou à quatre pattes. Mais si vous avez déjà un tronc redressé, il est plus facile, enfin plus, disons d'un point de vue squelettique et musculaire, il est plus logique de vous mettre sur deux pattes que sur quatre pattes. Et on a une structure de forêt, parce que c'est ça qui m'intéresse. Depuis toujours, on vous dit, l'homme d'abord il est né dans la savane. Maintenant on sait que c'est pas vrai, c'est une savane arborée. Mais la savane arborée c'est un monde. Il y a plein de savanes arborées, les savanes à Fever Tree, vous avez les savanes à Borassus, vous avez plein de choses. Et je me suis intéressée depuis quelques années au Miombo. Parce que le Miombo est intéressant dans le sens que les arbres sont assez éloignés les uns des autres et ils sont verticaux, les troncs. Et ça expliquerait finalement un certain nombre de choses. Par exemple, le pied préhensile, c'est bien si vous avez des petites branches. Mais si vous avez un tronc qui est déjà un petit peu plus gros, quoique dans les Miombo vous avez un peu de tout, mais enfin un tronc un peu plus gros, d'avoir un pied préhensile, c'est très gênant.
vous avez intérêt à avoir un pied moins préhensile. Bon, je travaille là-dessus, c'est pas encore définitif, mais c'est vrai que ça donne des opportunités. Et dans ces histoires-là, eh bien, ma collègue Raymonde Bonnefille du CEREJ a montré que ces Miombo, aujourd'hui, ils sont limités au nord de la Tanzanie. Moi, je les ai fréquentés jusqu'au sud de l'Angola. Eh bien, dans le passé, vers 10 millions d'années, on les connaissait en Éthiopie. Donc, ça veut dire que ces forêts plus sèches, ce qui colle assez bien avec le climat qui était plus tropical au nord, plus humide au nord, eh bien, on les a retrouvés au nord-est de l'Afrique. Et donc, ça m'intéresse, ça m'interpelle, et j'essaye d'aller plus loin sur ce système-là. Parce que malheureusement, on trouve beaucoup d'hypothèses, mais personne ne s'est vraiment intéressé au lien entre la physionomie des forêts et la locomotion des animaux. Donc je travaille là-dessus avec des jeunes, là justement, parce qu'il faut passer la main. Intéressant, en tout cas, toutes ces questions de chercher, essayer de comprendre cette adaptation, l'évolution. Jacques Véron, vous êtes sur un autre temps, hein, donc vous travaillez sur la démographie, l'évolution aussi de cette démographie et ses impacts. Parlez-nous peut-être déjà de votre terrain d'expertise, en quoi cette démographie est une science finalement elle aussi plus complexe que ce que nous pouvons en penser. Oui, la démographie, on l'aperçoit, disons, de deux manières. De manière un peu technique, en considérant la croissance de la population, sa répartition, sa structure par âge, ou alors de manière très élargie, on parle à ce moment-là de la science de la population, et on intègre toutes les interactions avec d'autres disciplines, avec d'autres champs. Donc, en fait, on est toujours un peu à l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a un côté dans les populations assez mécanique. Si on a un certain niveau de fécondité, de mortalité, on a nécessairement à terme telle ou telle évolution, tel effectif, telle structure par âge. Mais dans le même temps, il y a des interactions qui vont faire que ces évolutions vont pouvoir changer en cours de route. Donc, les exercices que l'on peut faire en tant que démographe, c'est de projeter des évolutions futures à partir d'hypothèses qu'on définit, sachant qu'on ne cherche pas à faire de la prévision, mais on cherche simplement à voir qu'est-ce qui se passerait si les choses évoluaient de telle ou telle manière. Et ça, c'est très important dans les débats. Je pense qu'on y reviendra sur la population mondiale, puisqu'il y a régulièrement des informations dites nouvelles qui apparaissent, alors qu'en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à la question des projections. Là, il y a un visuel, vous pouvez peut-être vous emparer du micro à main, justement, si vous voulez nous en parler. Oui, alors ça c'est une... Voilà, c'est bon. Ça c'est une évolution sur des temps beaucoup plus raccourcis, beaucoup plus brefs. Hein, on va jusqu'à moins 65 000, mais pour nous c'est déjà très osé, très osé. Disons que si vous regardez, enfin l'idée générale c'est qu'on est resté, on a eu des fluctuations pendant très longtemps. À moins d'un million d'habitants sur Terre, et puis on aurait eu une deuxième phase avec des fluctuations entre 5 et 10 millions d'habitants, et puis une croissance très rapide à cette échelle pour arriver à 250 millions au moment de Jésus-Christ, à la naissance de Jésus-Christ. Donc, cette figure, en fait, est issue de la connaissance des moyens de vivre qu'on avait à différentes époques. Et à partir de là, et des territoires, on a estimé, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça n'a pas une grande prétention, ça donne juste l'idée que pendant très longtemps, on est resté à des effectifs de population faibles, enfin par rapport à aujourd'hui, et puis tout d'un coup, il y a eu cette accélération. Mais vous voyez, la première phase d'accélération, c'est autour de l'an 0, et puis après, il y a la phase d'accélération à partir des années 50, qui, elle, a été beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus médiatisée. Alors, on évoque souvent l'idée qu'il y a un problème de population mondiale. Est-ce que c'est si simple, et en quoi c'est un problème ? Alors, la démographie, je crois qu'on aime bien l'aborder en termes de problème, parce que on considérait beaucoup qu'il y avait un problème de la croissance démographique mondiale, et dans les années 60-70, avec notamment le Club de Rome, The Limits to Growth. Paru en 1972. Oui,
on mettait l'attention sur cette croissance qui semblait, enfin, qui s'accélérait et dont on n'imaginait pas qu'elle puisse avoir une fin. Donc, c'est à ce moment-là qu'a été publié en 68 The Population Bomb, qui consistait à considérer que tous les problèmes, tous les maux de la planète étaient liés à la croissance rapide de la population. Tout en dernier ressort, Paul Ehrlich, l'auteur, disait, si on regarde bien tout, même les modes, la façon dont on produit des biens, tout en dernier ressort est lié au fait qu'il y a trop de gens sur Terre. Alors c'est un moment où on a beaucoup discuté de comment est-ce qu'on pouvait limiter la population, limiter sa croissance. Et donc, une fois que la croissance semble se ralentir, ou se ralentit même, on passe à d'autres inquiétudes. Alors là, c'était une illustration qui était intéressante, qui date de 1969, sur, vous voyez, le parallèle entre la croissance de la population et le nuage nucléaire. Donc il faut le lire en se tordant un peu, puisque en fait, c'est la courbe de croissance de chaque côté par continent. Oui. Et donc l'idée de bombe était extrêmement présente à ce moment-là. C'était vraiment la vision catastrophiste. Hein. Oui, oui. Alors aujourd'hui, en même temps, on commence à mesurer aussi dans ces années-là, 60-70, les impacts aussi, les effets de la population et de sa croissance sur l'environnement et sur le vivant non humain. Oui, oui. Alors après, l'expertise, savoir exactement qu'est-ce qui tient à la population et qu'est-ce qui tient à autre chose que la population, c'est un exercice délicat. Parce qu'au fond, il y a une équation qu'on appelle l'équation de l'environnement qui est extrêmement simple. L'impact sur l'environnement, c'est le produit de la population par des façons de vivre, par des consommations par tête et par des processus technologiques qui peuvent être avantageux ou désavantageux. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si on considère le trafic routier, le progrès technologique permet de rouler plus avec moins de carburant, mais le progrès technologique peut aussi entraîner, avoir un coût du fait qu'on produit des biens qui sont de plus en plus difficilement recyclables. Mais donc, quand on dit la population, on mélange tout ça. En fait, si on prend le nombre d'individus stricto sensu, c'est pas du tout, le lien n'est pas direct, compte tenu des inégalités de situation à l'échelle mondiale. Si on regarde qui pollue, c'est la Chine qui pollue beaucoup, mais si on regarde par tête, c'est les États-Unis. Si on regarde l'Inde, elle pollue moins, mais elle n'a qu'une envie, c'est de polluer plus. Donc là, on est au cœur des questions de développement. Donc on a beaucoup parlé à une époque du développement durable, notamment après le rapport de Brundtland en 1987. Et en fait, la question du développement durable, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut un développement qui soit respectueux de l'environnement, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se réalise et est-ce que ça peut se réaliser? Et une des grandes questions, c'est finalement de savoir si on veut freiner la croissance de la population, il faut qu'il y ait du développement, il faut que les gens vivent mieux, que leurs conditions de vie s'améliorent. Et si les conditions de vie s'améliorent, on risque de perdre ce qu'on gagne du point de vue démographique, de le perdre en termes économiques, de pollution, parce que les gens consomment plus par tête et que leurs besoins augmentent. Un peu l'équation infernale. Oui, un petit peu, oui. Et donc, souvent, on fait le procès de la population comme si les gens étaient un peu éthérés, enfin dans les terres. Et en fait, il faut bien voir que tous ces phénomènes se lient. Si je prends juste l'exemple de la relation entre le climat et la population, on a des effets dans un sens de la population sur le climat à travers les modes de production et les modes de vie et les innovations, et on a des effets de retour à travers l'effet sur la santé des populations et sur la mobilité. Et donc déjà, on a un système assez complexe si on tient compte simplement de la relation population-climat. Mais en fait, il faut tenir compte de beaucoup d'autres éléments, la question du travail, des relations entre les générations, etc. Et on y reviendra.
quand on regarde les perspectives futures de la population, il y a toutes ces questions qui sont sous-jacentes. Exactement. Colline Léandre, je me tourne vers vous parce que là, on commence à parler un petit peu plus des effets, des impacts de l'humanité sur l'environnement, la planète et le vivant non humain, les écosystèmes. Quel est le rôle justement de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et de l'IPBES sur ces questions de pression anthropique et d'impact? Donc, tout d'abord, pour le rôle de la FRB en général. Oui. Donc la FRB, en fait, c'est une fondation de coopération scientifique, donc qui réalise l'intermédiation entre la recherche et la société. Donc la société de manière très générale, donc que ce soit décideurs publics ou décideurs privés. Et donc par exemple, si je parle de mes propres actions, donc sur le programme pression anthropique et impact sur la biodiversité terrestre. Donc là, en fait, on va faire le lien entre le ministère de l'écologie et l'OFB qui ont des questions en fait sur les pressions, sur l'identification des pressions, sur la recherche d'indicateurs pour l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Tout à fait, qui ont des questions et qui ont besoin d'indicateurs pour leur programme national de surveillance. Et la recherche française qui travaille déjà sur ces questions-là et qui ont besoin de financement. Et donc nous, en fait, on fait ce lien entre ces deux mondes pour que la recherche à la fois ait des financements, mais puisse aussi répondre aux questions de la société. Donc en tout cas, c'est donner des indicateurs de pression, d'impact des humains sur la biodiversité, sur l'environnement, et on comprend que les études sont donc destinées aux gestionnaires d'espace. Hein. C'est ça ? C'est ça. Alors, c'est à la fois les gestionnaires d'espace, mais c'est aussi les opérateurs de l'Office français biodiversité qui développent des indicateurs, puisqu'en fait, dans les résultats des projets, on peut avoir des recommandations de protocoles, des recommandations de pratiques, aussi des analyses de données qui donnent voilà, déjà une première base pour le développement d'indicateurs ensuite. Alors, les pressions identifiées, on peut les rappeler peut-être quand même. Oui. Donc, déjà, cette humanité qui s'accroît. C'est ça, donc les pressions, elles ont été listées par l'IPBES en 2019. Donc on a premièrement le changement d'utilisation des terres et des mers, qui se caractérise principalement par la dégradation des habitats, donc avec la fragmentation des habitats, la destruction des habitats naturels. On a aussi la surexploitation des espèces et des ressources naturelles. Donc donc ça, on le voit surtout dans le milieu marin à cause de la surpêche. Et donc on est sur une exploitation qui va être au-dessus du renouvellement des populations, et donc du coup les populations ne sont pas viables. Ensuite, on a la pollution, si je l'ai dit dans le bon ordre, donc on a plutôt le changement climatique après la surexploitation. Donc avec bien évidemment des extinctions d'espèces. Et aussi des destructions d'habitats, donc par exemple les récifs coralliens. Vous avez aussi la pollution, donc avec des risques de toxicité, de bioaccumulation, aussi d'effets cocktails, donc qui touchent à la fois la biodiversité et du coup l'humain qui en fait partie. Pollution de l'air, des terres, des eaux, et voilà, générale en tout cas. Pollution généralisée et avec différents types de substances, donc soit chimiques, physiques, plastiques, aussi de gaz toxiques, etc., de particules fines. Donc voilà, c'est très diversifié. On pourrait en parler pendant longtemps de la pollution. Il y a aussi les invasions biologiques. Donc les invasions biologiques, on parle aussi d'espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, nous, ce qu'on souhaite faire passer comme message, c'est qu'en fait, on ne va pas diaboliser une espèce ou dire qu'il y a une espèce qui pose problème, mais en fait, c'est plutôt les conditions que je viens de décrire précédemment, donc c'est-à-dire la dégradation des habitats, la pollution, le changement climatique, qui vont justement exacerber le développement des espèces exotiques envahissantes et l'augmentation des invasions biologiques. Et donc justement, il faut travailler sur réduire ces pressions-là pour éviter qu'il y ait encore plus d'invasions biologiques. Alors pour réduire ces pressions-là, vous menez des études, c'est cela, ou vous pouvez peut-être nous parler de quelques projets ou nous donner un projet en exemple concrètement? Oui, tout à fait. Donc j'ai pensé à deux exemples. Donc un premier exemple sur un projet qui s'appelle Impact. Donc voilà.
le nom est bien pensé. Mais donc en fait, c'est un projet qui est encore en cours. Il faut savoir que c'est un projet de synthèse, donc c'est de la synthèse de bibliographie avec également de l'expertise expertise académique. Et donc en fait, ce projet, il s'intéresse à la France entière, à l'ensemble des pressions et impacts sur la biodiversité, avec la Guyane qui est comprise également. Et en fait, ils ont comme objectif de caractériser l'ensemble des pressions qui ont été documentées sur la biodiversité et de justement voir quels sont les différents indicateurs qui existent déjà, quelles sont les méthodes de mesure qui existent déjà, et de faire en fait une typologie de tout ce qui existe. Et donc pour ça, en fait, ils vont d'abord examiner l'ensemble des données, ensuite faire des analyses, des regroupements de jeux de données, voilà, enfin c'est assez complexe. Hein, c'est en cours et les résultats sont prévus pour quand? Alors pour ce projet-là, les résultats sont prévus pour l'année prochaine. Et il y a une restitution intermédiaire qui est prévue en juin 2024 pour les premiers résultats. Donc là, je pense qu'on aura déjà une vision du jeu de données, de l'ensemble du jeu de données que les chercheurs ont pu obtenir, et donc des différentes pressions qu'ils ont pu étudier, justement. Alors, il y a d'autres études, hein, bien sûr, on ne pourra pas parler de tout, mais Landbio, les effets de la modification des bocages en Bretagne, etc. C'est ça, c'est un projet du coup qui est terminé, et donc qui a utilisé des méthodes de télédétection et de écoacoustique pour voir l'effet de l'hétérogénéité des paysages dans le milieu bocager. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que l'hétérogénéité des paysages, en tout cas, ils ont réussi à prouver cela avec ces indicateurs-là, que ça avait un impact sur la fonctionnalité et la diversité taxonomique des plantes qui sont dans les bocages. Voilà, donc ils ont réussi à la fois développer des indicateurs et aussi à prouver cette relation de cause à effet. Alors concrètement, est-ce que nous devons nous inquiéter de notre devenir? Allez, Jitsenu, on vous a désigné. Oui, justement. Mais moi, je ne m'inquiète pas tellement, je vais vous dire. Parce qu'en tant que paléontologue, moi qui vis dans le temps en permanence, l'homme a déjà eu une très longue vie au temps de l'espèce paléontologique. 4 millions, 7 millions d'années, c'est déjà très beau. Alors, on va peut-être disparaître, il y aura une autre espèce. Moi, je suis très positive, il y aura autre chose. Mais pourquoi pas? Et ça fait partie du jeu de l'évolution, en fait. Alors, ça, c'est une fois, je me suis fait ramasser par un journaliste qui me disait « Mais vous êtes catastrophiste ». Ben, je dis non. Parce que vous travaillez sur le temps extrêmement long, donc vous savez que ça ne va pas nous arriver du jour au lendemain. Ni votre arrière-petit garçon, ce sera sur quelques centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Donc, de toute façon, c'est le jeu de la vie. Moi, je suis optimiste dans le sens où chaque fois qu'il y a eu des extinctions, on l'a vu dans toute l'histoire de la Terre, la vie est revenue. Et la vie est revenue belle. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'homme est issu d'une série d'extinctions dans l'histoire de la Terre. C'est quand même fou. S'il n'y avait pas eu toutes ces extinctions et ces renouvellements de faune, eh bien, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a aussi cet aléa hasardeux, j'allais dire, de l'avenir. Alors, pour être plus terre à terre, je suis optimiste, mais après ça devient de la science-fiction, parce que des gens me disent mais physiquement, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tendance à perdre notre dernière molaire dent de sagesse, la molaire. Donc peut-être qu'on va vers des hommes, des femmes qui auront une mâchoire plus petite, plus courte, parce qu'il n'y aura pas les dernières dents de sagesse. Actuellement, elles ne poussent pas forcément, mais les germes sont toujours là. Mais on sait qu'il y a une tendance. Donc il y a des caractères comme ça un peu légers. Alors évidemment, quand vous tombez dans la science-fiction, il y a des gens qui vous représentent, des gens avec des cerveaux énormes, avec des têtes énormes. Mais l'os, il ne va pas pouvoir non plus s'amenuiser jusqu'à un papier de cigarette. Il faut qu'il puisse loger et protéger. Donc je pense que ça, c'est vraiment de la science-fiction. Mais je reste optimiste. Il faut, parce qu'il faut avoir foi en l'homme aussi. Jacques Véron, la démographie de notre espèce dominante, ses pressions, ses conséquences, et puis le fait que l'horizon 2080, je disais, ou 2100, c'est ça, avec 10 milliards d'habitants sur Terre.
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Brigitte. Déjà, le marquis de Sade, qui a des écrits très intéressants sur la population, dit finalement, si l'être humain disparaît de la planète, la nature s'en portera pas plus mal. Ça vous permet de relativiser. Mais sinon, plus sérieusement, sur le Malthus, quand Malthus a écrit son essai sur le principe de population, c'était en 1798, il y avait moins d'1 milliard d'habitants sur Terre. Et il avait mis en évidence le pouvoir de peuplement de l'espèce humaine. Et ça, au fond, il a été très critiqué, on a dit qu'il n'avait pas vu le progrès technologique, etc. Mais en tout cas, il avait vu ce pouvoir de multiplication d'espèces humaines qu'on a pu observer sur un temps court. Parce qu'en 1950, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur Terre, aujourd'hui, il y en a plus que 8. Donc on a quand même assisté à une évolution spectaculaire. Alors maintenant, par rapport à aujourd'hui, on a des évolutions qui se sont ralenties, enfin une croissance qui s'est ralentie. Alors si on peut passer, il y a une courbe avec à partir des projections des Nations Unies. Prenez le micro à main peut-être, oui. Oui, mais c'est pas celle-ci. Je pense que la photo va arriver. Ah oui, la courbe. Voilà, alors ça, ce sont les évolutions projetées de la population mondiale à l'horizon 2100, selon différentes hypothèses. Donc il y a une variante moyenne qui est là, vous voyez, en bleu ou violet, avec un nombre d'enfants par femme qui est un petit peu inférieur à 2. Donc ça, c'est, disons, l'évolution de référence qui correspond en 2100 à peu près un peu plus de 10 milliards d'habitants. Et puis par rapport à ce scénario, il y a une variante haute, mais qui n'est pas follement haute, c'est une fécondité de 2,3 enfants par femme, et une variante basse qui est moins de 1,4 enfants par femme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le scénario de fécondité constante. Enfin, ils sont tous intéressants, mais celui de fécondité constante aussi est intéressant, parce qu'en fait, on suppose que la fécondité de chaque pays ne bouge plus aujourd'hui. Et en fait, elle augmente globalement parce que le poids des pays où la fécondité est forte augmente, donc leur poids dans l'ensemble augmente, ce qui fait que, en fait, quand on dit la fécondité ne change pas, la fécondité mondiale ne cesse d'augmenter, vous voyez, puisqu'elle va jusqu'à atteindre 4 enfants par femme. Alors, on entend assez régulièrement, il y a eu plusieurs publications dans Science, dans le Lancet, pour dire on va diminuer, la pollution va diminuer plus vite que prévu. D'abord, il n'y a pas eu de prévision d'augmentation ou de diminution. Je rappelle, ce sont des hypothèses qui sont liées à des évolutions projetées de la fécondité et de la mortalité. Dans le cas d'espèces, à part le scénario momentum, l'espérance de vie est supposée augmenter encore un peu. Et donc, il n'y a pas un scénario qui est privilégié. Il y a des scénarios qui permettent d'encadrer ce qui pourrait être vraisemblable. Et donc, quand on dit tout d'un coup, il y a eu la presse s'empare du sujet et dit oui, la population va décroître alors qu'on disait qu'elle allait augmenter, vous voyez que dans ce scénario, on imagine très bien la possibilité que la population diminue. Ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, elle continuerait de croître jusqu'à peu près 9 milliards d'habitants, et puis elle diminuerait pour atteindre à peu près 7 milliards en 2100. On voit bien, Jacques Véron, que ce sont des chiffres qui inquiètent par rapport aux ressources aussi de la Terre, par rapport aux pressions déjà sur le vivant, etc. Et on entend aussi vous parler de possibilités de contrôler, où il y a eu des expériences d'ailleurs dans l'histoire de contrôle des naissances, on pense à la Chine par exemple. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, est-ce que vraiment quand un pays a cherché à contrôler sa population, ça a fonctionné ? Non, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a fonctionné dans le cas de petites populations à Singapour, à Hong Kong, dans des populations sur des îles où vraiment les politiques pouvaient être draconiennes et on pouvait observer les gens. Sur les populations importantes, sur l'Inde, l'Inde s'est émue du problème de population dans les années 40. Et Nehru, quand il est arrivé au pouvoir, quand il est devenu Premier ministre en 1947, a immédiatement mis en place des programmes de planification familiale avec l'idée qui était l'idée dominante à l'époque, que les gens
que si les gens n'avaient pas d'enfants, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à la contraception. Donc on l'a mis à la disposition des populations des moyens contraceptifs gratuitement. Il n'y a pas eu du tout de baisse de la natalité ou de la fécondité. Alors les plans ont été réajustés régulièrement. Après on a mis l'accent sur l'éducation, on a expliqué aux gens que c'était mieux d'avoir une petite famille réduite, etc. On a fait la promotion des stérilisations masculines à l'époque. Et finalement, tout ça, ça a participé à la chute d'Indira Gandhi en 1975. Et donc, à ce moment-là, on a dit non, on n'oblige plus les gens à modifier leur comportement, on les laisse libres. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Du point de vue de la contraception, c'est la stérilisation féminine qui a remplacé la stérilisation masculine. Et la population, elle a continué. Il n'y a pas eu du tout la maîtrise que le gouvernement espérait dès les années 1950. Colline Léandre, vous voulez réagir? Oui, c'était pour compléter ce que disait Jacques Véron. Donc à la FRB, on a fait une synthèse justement d'un article qui a été publié par le groupe de travail de l'Alliance à l'Envie sur le lien entre migration et environnement. Et en fait, sur cette synthèse-là, en fait, ils ont analysé un grand nombre de scénarios et de modèles, justement. Donc ça rejoint ce que vous dites dans votre première intervention, où en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va passer à 10, à 9, à 7. En fait, c'est une échelle qui est trop petite pour voir en fait un réel changement sur notre impact par rapport à l'environnement. Et qu'en fait, on est réellement impacté quand on part sur 40 à 50 milliards d'humains, où là, il y a des risques de famine ou des risques énormes d'extinction de l'humain à cause du nombre de personnes. Mais qu'en fait, ce qui joue, c'est surtout notre consommation et la conservation des habitats, nos productions, notre consommation. Mais qu'en fait, c'est pas uniquement le nombre de personnes. D'accord. Que en fait le niveau, l'échelle où on se compare entre 7 milliards, 10 milliards, 12 milliards, c'est pas ça en fait ce qui est important en fait. Donc ce qui est important, c'est plutôt un changement de nos façons d'habiter la Terre, hein, concrètement, de produire, de consommer et changer nos habitudes, plutôt que de chercher à partir sur un contrôle des naissances. Et d'ailleurs, je crois que Jacques Véron, vous avez aussi travaillé sur, par exemple, l'effet des guerres, des conflits ou des pandémies ou des épidémies, et en montrant que ça peut avoir un effet à un moment, mais que ça ne joue pas sur le contrôle de la population. Nous n'avons pas fini effectivement de discuter ensemble, mais je vois l'heure qui tourne et je voudrais d'abord donner la parole au public avant peut-être de revenir vers vous pour une conclusion. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou des questions à nos invités? Alors, on va d'abord récupérer un micro. Je vois monsieur qui a levé la main. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir pour quelle raison le contact entre Homo sapiens et une autre lignée provoque obligatoirement une extinction. Ça s'est passé avec l'homme de Java, et ensuite ça s'est passé avec l'homme de Néandertal. Pour quelle raison il y a extinction au lieu de mélange et production d'une nouvelle lignée? Alors, je peux être impertinente. Il n'y a pas eu d'extinction de l'homme de Néandertal, puisqu'il y a des gènes néandertaliens chez l'Homo sapiens. Il y a eu une absorption de population en grande partie. Et puis surtout, ils n'ont pas pu vivre partout, puisqu'ils étaient au pied des glaces, en fait. Ils n'ont pas réellement vécu sous la banquise. Ils étaient vraiment en bord. Mais après, on sait qu'il y a eu des mélanges, de cultures, et il y a eu visiblement une absorption des femmes et des femmes néandertales par les hommes sapiens, ou vice-versa. Ça, c'est... Voilà. Mais excusez-moi, mais on parle que d'Homo sapiens actuellement. Parce que Néandertal, c'est une espèce de sapiens, c'est une sous-espèce de sapiens. Il y a Homo sapiens sapiens, c'est vous, et l'homme de Néandertal est une sous-espèce. Donc c'est l'Homo sapiens néandertalensis. Donc en fait, il y a eu une absorption visiblement de l'autre espèce. Et quand il y a eu la sortie d'Afrique, enfin les sorties d'Afrique, parce que j'aime pas ce terme de la sortie d'Afrique, j'ai l'impression que c'est un homme conquérant qui va partir. Alors que ça a été des dizaines et des dizaines, des centaines de sorties pendant plusieurs milliers, voire millions d'années.
Donc il y a eu des populations qui ont émigré, qui se sont développées, puis il y en a d'autres qui sont venues après, elles se sont recroisées. Donc ça a été un grand brassage génétique jusqu'en Chine. Et donc en Chine, ça a été pareil. Et l'Homo erectus était peut-être plus limité dans ses capacités, dans certaines capacités, parce qu'en Chine, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à une époque, qu'on aurait trouvé de l'Australopithèque, qu'on aurait trouvé de... En fait, on sait que c'est pas ça. Et en fait, il y a eu des problèmes de datation assez importantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ces Homo erectus visiblement africains. On les retrouve en Géorgie. Ils sont pas erectus encore en Géorgie. On a mis Georgicus parce qu'il va se rapprocher de certaines populations d'Afrique orientale, et qui étaient des Homo rudolfensis. Et donc, ils étaient sortis d'Afrique, ils ressemblaient beaucoup à ça, puis ils se sont probablement petit à petit déplacés vers l'Est. Et l'Homo sapiens, quand il a émergé en Afrique, puisque là, actuellement, le débat, en tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est plutôt, alors ça a été l'Afrique orientale, maintenant c'est plutôt le Maroc, mais on a aussi des niveaux intéressants en Algérie, on en a en Tunisie, il y a peut-être des choses qui vont sortir de là aussi. Donc il y a eu plusieurs brassages, et puis petit à petit les populations se sont absorbées. Mais moi j'ai lu des choses qui me paraissent absolument hallucinantes quand on dit en fait faut pas voir l'Homo sapiens qui est venu tuer tout le monde. C'est pas il y a eu des mélanges de cultures, et en Asie il y a peut-être eu des problèmes aussi environnementaux. Si on prend l'homme de Flores par exemple, lui a continué d'évoluer sur son île, et dans les îles on sait qu'il y a des évolutions très particulières, et ça c'est des fins de lignée en fait, en quelque sorte, parce qu'ils se sont trouvés limités. Si vous êtes au fin fond du Caucase, dans des vallées très reculées du Caucase, vous avez toutes les chances d'avoir tellement de mariages consanguins, en quelque sorte, que finalement, à long terme, ça s'éteint. Je suis pas une grande généticienne devant l'Éternel, mais en fait, ça, c'est des choses que l'on connaît. J'ai parlé d'extinction parce qu'on nous a montré un visuel où c'était bien indiqué. Je crois que c'est le visuel du démographe, où c'est bien indiqué extinction de l'homme de Java, extinction de Néandertal. C'est pour ça que j'ai repris ces termes. Les erectus, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes, mais ils ont connu les premiers sapiens. C'est un moment, il y a une lignée qui va prendre le pas sur l'autre. Et voilà, alors je pose ma deuxième question. On dit toujours que toutes ces lignées sortent d'Afrique. L'Homo sapiens vient d'Afrique. Ensuite, il y a ces espèces de plusieurs vagues qui partent vers le nord. Je dis tout à l'heure, sud de l'Eurasie jusqu'au sommet de la Namibie. Donc le sud de l'Eurasie, ça peut être la Méditerranée. Et moi, j'aimerais savoir pour quelles raisons les primates, on parle des primates en Afrique et pas dans le reste du monde. Pour quelles raisons la lignée de l'homme trouve son origine en Afrique, et pas pour quelles raisons les primates ne se sont pas développés pour des partout. raisons géologiques, des raisons paléontologiques, puisque je vous ai montré que les premiers hominoïdes, nos ancêtres directs qu'on partage avec les grands singes, on les a trouvés qu'en Afrique. Mais il faut savoir aussi que c'est le jeu des continents, des migrations liées aux continents, aux plaques. On sait que l'Amérique a été peuplée très tôt par des primates qui étaient en Amérique du Nord, qu'on va retrouver en Europe. Il y en a qui sont passés en Asie. Les premiers simiiformes, ceux qui sont les vrais singes, on les trouve peut-être en Asie, on en a en Afrique. Et il y a un moment, il y a eu des passages vers l'Amérique du Sud. Les singes sud-américains sont nés de singes africains. Ça a été démontré par des collègues américains qui travaillent notamment au Fayoum, en Égypte, où il y a des pièces qu'ils trouvent en Amérique du Sud qui sont très proches de pièces qu'ils trouvent au Fayoum. Et nous-mêmes, on a trouvé en Namibie des rongeurs qui sont très proches de formes de rongeurs américains, sud-américains. Donc il y a un moment où il y a eu des passages. On a même des oiseaux qu'on va retrouver, nous, en Namibie, qu'on trouve aujourd'hui en Amérique du Sud, et qui ont des voies de dispersion absolument fabuleuses. Donc c'est le jeu des continents. Alors pour les oiseaux c'est plus facile parce qu'ils peuvent voler, mais bon, on ne vole pas forcément surtout quand c'est un oiseau qui ne vole pas bien, c'est pas toujours évident. Sur les petits mammifères, on pense plutôt à un passage par radeau naturel. Vous savez, dans les mangroves, il y a souvent des morceaux d'îles moi j'ai vu ça sur le Nil, en Ouganda, où il y a des grands radeaux. Alors dans les mangroves, ça va être beaucoup plus large, effectivement. Alors après, il y a le problème, est-ce que le radeau est assez haut? Est-ce qu'il ne va pas se déliter dans l'eau? Enfin, c'est tout un...
Mais c'est l'hypothèse qui est la plus fréquemment admise aujourd'hui, comme pour le peuplement de Madagascar. Et l'homme, eh bien, on ne l'a trouvé qu'en Afrique, dans l'état actuel de nos connaissances, pour les plus anciens. Comme vous le dites, hein, Brigitte Senu, c'est en l'état actuel de nos connaissances. Oui, bien sûr, toujours. Et ce n'est que plus tard qu'il va migrer, quand il va passer vers l'Est, qu'il va passer vers le détroit de Bering. Par le détroit de Bering, il va se retrouver en Amérique du Nord. Mais là aussi, ça change beaucoup, puisqu'en Amérique, on a des datations qui vont assez loin en ce moment. Enfin, assez loin. Tout est relatif, hein, 40 000 ans, 50 000 ans peut-être un peu plus. Et il y a toute une série d'équipes, notamment espagnoles, qui travaillent en Amérique du Sud actuellement. Et il y a plein de choses qui sortent. Et il faut donner le temps au temps du chercheur aussi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant et ça nous permet de sentir aussi la complexité, hein, Brigitte Senu. Bien sûr, c'est pas aussi facile qu'on ne croit. Peut-être d'autres questions, voilà, dans le public, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, moi je voulais déjà savoir qu'est-ce que c'est paléoprimatologue déjà? C'est un paléontologue qui travaille sur les primates fossiles. Ah d'accord, ok. Là. Merci. C'est un nom barbare, mais ça... D'accord, parce que c'est la première fois que je vois le terme, c'est pour ça. J'ai souvent vu primatologue, mais pas paléo. Vous avez trouvé paléomammalogie, D'accord. Il y a plein de choses qui travaillent sur les mammifères fossiles. D'accord, merci. Et j'avais une autre question aussi concernant donc la population qui aurait tendance à grossir. C'est que, bon, c'est vrai que suivant les pays, le problème n'est pas le même, notamment en France où on voit que la population diminue. Et aussi le fait que je remarque aussi, c'est que les populations sont pas, elles sont pas installées de la même façon dans tous les pays. Quoi, il y a des régions où il y a pas grand monde, il y a des régions qui sont surpeuplées, enfin... C'est le problème aussi, je pense aussi, de la surconsommation, de l'habitat de la faune qui n'est pas respectée, de tout ça, quoi. Tout ça, c'est lié, je crois. En tout cas, ce sont des questions aussi intéressantes. Alors, Jacques Véron et Colline Léandre, peut-être sur ces questions-là, parce que on n'a pas forcément creusé ces solution, ou en tout cas ce qui permet de limiter ou de voir la natalité baisser, c'est d'ailleurs l'urbanisation, hein, l'enjeu urbain. Et puis, on voit bien qu'il y a aussi une corrélation entre le développement économique, c'est-à-dire un mieux-être, qui en général est teinté d'une baisse de la natalité. Mais en même temps, voilà, une fois que Jacques Véron aura répondu à cela, forcément, urbanisation, développement, ça pose question par rapport aux impacts et à l'empreinte sur le vivant non humain, sur l'environnement. Jacques Véron d'abord. Alors peut-être pour revenir plus directement sur la question, en France, la population ne diminue pas, c'est la fécondité qui diminue. Pour l'instant, la population française ne diminue pas. Celle qui diminue vraiment, c'est la population allemande, c'est la population japonaise, etc. Après, le fait qu'il y a des densités de population, si vous regardez la carte du peuplement dans le monde, les régions qui sont les plus peuplées, c'était les régions les plus fertiles, c'était les régions où où les gens ont pu se développer. Parce que ceci renvoie un peu à la notion d'adaptation. En fait, on peut concevoir deux formes d'adaptation. Il y en a une dans l'histoire qui a été on s'adapte à un environnement qui progresse, donc on est plus nombreux. Et aujourd'hui, s'adapter, c'est se dire au contraire, il faut arrêter d'augmenter. Donc on a deux acceptions de l'adaptation qui peuvent être différentes au fil du temps. Pour revenir sur la question urbaine, c'est une grande question très connectée à la croissance démographique mondiale, avec le lien historique qui était que quand un pays se développait, les villes se multipliaient. Aujourd'hui, le lien entre croissance démographique et urbanisation est beaucoup plus faible. En Afrique, il y a un développement des villes qui peut être anarchique, il y a un développement de la pauvreté dans les villes, donc ça n'est plus associé systématiquement à une amélioration du bien-être. Mais globalement, l'urbanisation est un facteur de réduction de la fécondité, donc dans les pays où elle est élevée, c'est plutôt quelque chose qui permet des ajustements. Mais d'un point de vue environnemental, l'urbanisation conduit à des changements de comportement, de consommation,
alimentaires, par exemple, avec l'utilisation de produits ultra transformés. Et donc les effets, le gain qu'on peut obtenir du côté démographique, on peut le perdre compte tenu sur l'environnement du fait de cette augmentation des consommations par tête. Donc en fait, les phénomènes sont très liés entre eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste, quand je commentais les courbes, je les commente un peu comme ça, in abstracto. En fait, derrière, si la population décroît, par exemple, ça veut dire qu'il y a un vieillissement à venir très important. Donc des relations entre les générations qui se modifieront nécessairement, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont derrière juste l'évolution des chiffres. Bien sûr, mais pour bien comprendre cette complexité, on verra sur vos livres justement, parce que dans cette conférence, on ne peut pas aller jusque-là, mais juste donner au moins des éléments de réflexion et de compréhension. Colline Léandre, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on travaille d'ailleurs à la FRB ou à l'IPBES sur ces questions de réconcilier ou concilier population et environnement? Alors oui, c'est justement, ça fait partie des recommandations qui sont données par l'IPBES et qu'on essaye aussi de vulgariser et de traduire aussi en français par la FRB. Donc déjà par notre système alimentaire, c'est le gros point sur lequel on peut travailler, puisque ça concerne déjà le changement d'utilisation des terres, et aussi la surexploitation des espèces. Donc déjà, on solutionne deux problèmes. Donc avec des systèmes alimentaires qui soient plus locaux, plus diversifiés. Donc une économie circulaire. Une économie circulaire, une économie locale. Et en question, enfin en matière justement d'urbanisation. Alors en question d'urbanisation, donc on va plutôt recommander des solutions fondées sur la nature. Donc pour les zones urbaines, pour un réaménagement des zones urbaines et utiliser justement la nature pour notre bien-être en zone urbaine. Ça peut être aussi utilisé par exemple pour les cours d'eau en zone urbaine, pour améliorer la qualité de l'eau, mais aussi réduire la température en zone urbaine. Après, donc au-delà des zones urbaines, en fait, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe autour. Donc autour des zones urbaines, on a aussi le développement des réseaux de transport. Donc c'est aussi éviter de mettre en place des infrastructures qui vont détruire des habitats. Aussi plus dans la réhabilitation ou des bâtiments, réutilisation. La réutilisation, mais également la restauration des écosystèmes qui ont été dégradés. Vous voulez ajouter autre chose? Non, c'était tout. Parce que je me dis qu'on a le temps de prendre une dernière question. Là, il y a 3 mains qui se lèvent. Alors, sauf si on fait très vite, il nous reste 2 minutes. Madame, allez-y. Ensuite, il y a monsieur et une jeune femme plus haut. Oui, bonjour. Une question très rapide. Quel est le financement de la Fondation? Est-ce que c'est purement français ou est-ce que c'est international? Qui finance? Alors, nos principaux financeurs, ce sont les organismes de recherche français qui travaillent sur la biodiversité. Donc, on a le CNRS, le MNHN, l'IFREMER, l'INRAE, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, le MNHN. Et après, donc, on a aussi des financements privés. Donc, on a notamment LVMH qui nous finance donc le privé le plus majoritaire. Mais après, donc, on a une assemblée des parties prenantes, donc avec des entreprises, des associations, des ONG qui nous financent également, qui donnent des contributions pour pouvoir suivre nos travaux. Et on a également des financements publics, donc de la part des ministères, ministère de la Recherche, qui est aussi de nos principaux financeurs, ministère de l'Écologie, ministère des Affaires étrangères. Mais ça reste au niveau français, oui. Après, on a des implications au niveau international, puisqu'on a par exemple donc, le Comité français pour l'IPBES, puis on a aussi Biodiversa, qui est un programme de recherche européen. On a plusieurs secrétariats internationaux. Monsieur ? Oui, ce qui plutôt c'est l'avenir proche. Au point de vue démographique, outre les problèmes de pollution et de perte de biodiversité, je crois que le problème le plus marquant, c'est la fonte des glaciers, donc perte d'eau potable à grande échelle, notamment en Asie, en Amérique latine. Quels seront les impacts sur la population? Ne peut-on pas s'attendre à des grandes migrations, des conflits, des grosses mortalités du fait de la perte de la chute de l'agriculture, etc. en fait?
Alors peut-être Jacques Véron en partie, les migrations du climat, comme on dit, ou climatiques, sont des migrations qui pour l'instant restent dans les pays, puisque les personnes qui sont obligées de se déplacer en voyant les littoraux submergés n'ont pas forcément envie de s'éloigner de leur propre maison, de leur propre terrain ou racines. Donc c'est une migration qui se fait pour l'heure dans les pays. Oui. Jacques Véron. Oui, alors il y a quelques exemples de migration climatique internationale qui posent le problème, ça ne fait pas forcément conflit, mais en tout cas tension dans les pays d'accueil. Hein. Quand les gens quittent des îles océaniennes et vont en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas forcément bien accueillis. Et de la même façon, les migrations d'Éthiopie vers le Kenya. Après, les accords se mettent en place, hein, notamment avec l'Australie. La relation avec les conflits, je pense qu'il y a un lien, mais c'est extrêmement difficile à... Comme les liens ne sont pas mécaniques, c'est très difficile de savoir... on ne peut pas prouver une relation. On peut penser que, parce qu'il y a une rivalité sur des terres, mais on ne peut pas faire un lien direct entre la croissance de la population et la multiplication des conflits. Même si on pense de plus en plus qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Allez, nous allons devoir rendre l'auditorium. Donc vraiment une question très courte. Très rapidement, c'est pour savoir, revenir sur les projets impact dont vous avez parlé. Quelle est l'étape suivante en fait? À qui il s'adresse? Il s'adresse à des élus, à des associations, voilà. Colline Léandre. Donc le projet Impact, comme l'ensemble des projets qui sont financés, parce que donc, sur le site de la FRB, vous trouverez qu'il y a 24 projets qui sont financés. Donc ces projets-là, en fait, ils s'adressent particulièrement au ministère de l'écologie et à l'OFB. Mais il faut savoir que du coup, nous exigeons que les résultats soient en open access, que l'ensemble des jeux de données et que l'ensemble des résultats soient accessibles. Donc en fait, ils s'adressent à toutes et tous, mais aussi aux gestionnaires d'espace, aux personnes qui réalisent des inventaires, qui réalisent des suivis des pressions, des impacts sur la biodiversité. Et voilà, à toutes les personnes qui sont intéressées par ces résultats. Donc à disposition sur le site de la FRB. Tout à fait. Ah, c'est ça. Merci à tous les trois et merci à vous, public, bien sûr, toujours présent et participatif, on va dire. C'est le principe aussi du muséum. Merci Colline Léandre, merci Brigitte Senu. Je rappelle le titre de votre livre, Brigitte Senu, Et l'homme se mit debout, un livre paru aux éditions Albin Michel. Jacques Véron, Faut-il avoir peur de la population mondiale, livre paru au Seuil. Et on peut mentionner Parlons démographie, livre édité à la Documentation française. Et bien sûr, toutes les informations, bibliographies, les liens sont à retrouver sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, jardindesplantes de Paris.fr. Merci encore.